Je savais que si je fermais les yeux, d'autres souffriraient, alors j'ai mis fin à ses actes et à sa vie. Quand j'étais accro à la méthamphétamine, je me suis retrouvé par accident à bosser pour un gang néo-nazi dans ma ville. Au début, ils me demandaient seulement d'attirer des nouveaux clients pour eux et de ramasser l'argent. J'ai compris trop tard qui ils étaient vraiment, et à ce moment-là, ils n'avaient aucune intention de me laisser arrêter. Alors j'ai continué jusqu'au jour où j'ai pu quitter la ville et partir à Tampa. Tout ce dans quoi je me suis retrouvé impliqué pendant cette période pourrait me valoir 20 ans de prison. La plupart de ma famille pense que j'ai simplement vécu une vie de junkie paumé à ce moment-là. Ils ne savent pas qu'on peut se retrouver très vite mêlé à des gros trafiquants dans une ville où les cartels ont une présence importante. Ce n'était pas un plan réfléchi, juste une spirale dans laquelle je suis tombé sans voir la sortie, puis un long travail pour m'en échapper. À cette époque, je vivais avec la peur constante. Je me réveillais en me demandant si quelqu'un allait frapper à ma porte. Je me déplaçais en regardant derrière moi. Je prenais des rendez-vous dans des parkings de stations-service, dans des ruelles, dans des maisons où on ne restait jamais longtemps. Je me disais que je sortirais un jour, mais je ne savais pas comment sans finir dans un fossé ou en prison. Le jour où j'ai quitté la ville, je n'ai rien emporté. J'ai coupé les contacts, j'ai pris un bus, et j'ai disparu de leur radar autant que possible. À Tampa, j'ai commencé par dormir chez des gens que je connaissais à peine, puis j'ai cherché du travail, puis j'ai essayé de me tenir loin de tout ce qui pouvait me ramener à cette vie-là. On me voit aujourd'hui comme quelqu'un qui a juste eu une période sombre à cause de la drogue. La vérité est plus lourde et je préfère qu'elle reste dans un coin de ma tête plutôt que dans la bouche des autres. Je n'ai jamais oublié ce que c'est que de vivre en étant coincé entre la dépendance, la peur et la violence. Je ne veux plus jamais m'approcher de ce monde, et je continue de rester discret pour que rien ne me rappelle à cette époque. Deux pères de deux amies différentes ont essayé de me séduire. Tous les deux mariés, tous les deux présentés comme des hommes exemplaires. Ce n'était pas subtil. L'un m'a regardé droit dans les yeux en me disant qu'il me désirait intensément. L'autre s'est approché pendant une fête, alors que tout le monde était dans le jardin. Il a posé ses mains sur mes épaules, a commencé à les masser, a murmuré que j'étais magnifique puis a essayé de m'embrasser. Mes amies n'ont jamais rien su. Elles parlent souvent de leur père comme de modèles, des hommes solides, attentionnés, presque parfaits. Elles disent qu'elles espèrent rencontrer quelqu'un comme eux. Pendant qu'elles disent cela, je sens toujours un décalage. Je connais une face qu'elles ne voient pas, une réalité qu'elles ne soupçonnent pas une seconde. Si je leur racontais ce qui s'est passé, je sais déjà que nos liens se briseraient. Elles douteraient, elles penseraient que j'exagère ou que j'ai mal interprété. Leur admiration pour leur père est si solide qu'aucun mot ne pourrait la fissurer. Alors je garde ce secret. Ils flottent dans un coin de ma mémoire chaque fois que leurs noms sont prononcés. Je reste silencieuse quand elles vantent leur famille parfaite. Ce silence pèse parfois, comme un poids discret sur la poitrine. Je me tiens droite, je souris avec elles, mais mon regard s'attarde quelques secondes de trop. Je ne cherche pas à détruire leur monde. Je sais seulement que ces hommes portent un masque en public qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont laissé paraître face à moi. Peut-être qu'un jour tout cela se révélera sans mon intervention. Peut-être que rien ne changera jamais. En attendant, je reste avec cette vérité seule dans ma tête, et chaque fois que j'entends ces compliments adressés à leur père, je sens une petite brûlure intérieure, quelque chose comme un éclat de souvenir qui refuse de s'effacer. J'ai arrêté de travailler au bureau il y a 1 an. Honnêtement, je ne comprends plus ce qu'ils attendent de moi. Je passe mes journées à regarder des séries sur mon ordinateur, presque 12 heures d'affilée, et je dois fournir 30 minutes d'effort en tout. Je me connecte à la réunion d'équipe, je coupe le micro, je hoche la tête devant l'écran et tout le monde semble satisfait. Personne ne me pose de questions, personne ne m'envoie de tâches claires. C'est comme si j'étais devenu une présence numérique silencieuse, mais étrangement indispensable. Au début, je pensais que quelqu'un finirait par remarquer. Je me disais que tôt ou tard un manager curieux viendrait me demander des comptes.
Rien. Les semaines ont défilé, puis les mois. Les projets avançaient avec ou sans moi, et mon nom apparaissait systématiquement dans les comptes rendus comme si j'avais participé activement. Parfois je réponds à un message dans le chat pour faire bonne figure, une phrase courte et polie, et ça suffit à donner l'impression que je suis impliqué. Le plus fascinant, c'est la manière dont ce vide s'est installé. Au fil du temps, je me suis construit une routine invisible. J'allume l'ordinateur tôt, je laisse les notifications ouvertes, je mets mes écouteurs, puis je bascule dans mon univers parallèle rempli de personnages fictifs et d'histoires interminables. Entre deux épisodes, je regarde l'heure, je change de fenêtre comme si j'étais en plein travail et je reviens à ma série. Personne ne s'en aperçoit. J'ai travaillé en Espagne dans un bar-restaurant au bord de la plage. Parmi les clients réguliers, il y en avait un qui m'a intrigué dès le premier jour. Il ressemblait énormément à un homme officiellement mort depuis longtemps. Un ancien patron de cartel sud-américain, censé s'être donné la mort d'un coup de fusil au visage, reconnu uniquement grâce à ses chaussures. Évidemment, je ne pouvais rien confirmer et je n'avais aucune intention de poser des questions. Un après-midi, je servais les tables comme d'habitude. Le client était assis non loin du comptoir, toujours discret, toujours silencieux, lunettes sombres même à l'ombre. Un serveur finissait son service et quittait le restaurant. J'ai levé la voix pour l'appeler. L'homme assis s'est retourné d'un coup. Son attention m'a traversé comme une lame froide. J'ai agi comme si de rien n'était, j'ai répété le prénom du serveur en marchant vers la sortie. Juste un hasard, mais ce prénom était celui que portait ce chef de cartel avant sa mort supposée. Il n'y a pas eu de scène, pas de mots échangés. Il a simplement continué à fixer un point invisible, puis il a réglé l'addition et s'est levé. Il est parti lentement, comme quelqu'un qui sait qu'on ne le retient jamais. On ne l'a plus revu. Je n'ai rien dit à personne. Il n'y avait rien de sûr, seulement un malaise persistant, ce genre d'impression qui vous suit même quand tout semble normal autour. J'avais entendu des rumeurs sur cet homme, des histoires sur un journaliste qui l'aurait fait disparaître pour une photo de trop. Dans mon esprit, tout s'est aligné d'un coup. Pas de certitude, pas de preuve, mais une intuition qui s'enracine. Peut-être que ce n'était qu'un sosie. Peut-être que je me suis laissé emporter par une coïncidence troublante. Pourtant quand j'y repense, je vois encore ce regard, vif et habitué à jauger les gens. Si c'était vraiment lui, il avait choisi ce coin tranquille d'Espagne pour redevenir anonyme, loin du monde qu'il avait autrefois contrôlé. J'ai dissimulé l'ampleur de mon alcoolisme depuis l'âge de 15 ans. Pendant 2 décennies, j'ai construit une façade que personne n'a jamais percée. Aujourd'hui j'ai 35 ans et cela fait 8 semaines que je n'ai pas bu une goutte. Personne dans mon entourage n'est au courant, car personne n'a jamais su que j'avais ce problème. Aux yeux des autres, je n'ai jamais eu qu'un rapport banal à l'alcool, rien qui puisse éveiller le moindre soupçon. J'ai appris très tôt à jouer ce rôle. À l'extérieur je paraissais stable, toujours calme, toujours contrôlé. Je souriais, j'allais travailler, je participais aux repas de famille en servant des verres comme tout le monde. Je laissais mon verre se vider lentement devant eux, tandis qu'un tout autre monde se déroulait en dehors de leur regard. Je faisais en sorte de boire seul, dans mon espace privé, à des moments choisis, pour que les traces disparaissent avant que quiconque n'entre dans ma vie. Au fil des années, j'ai perfectionné cette invisible mécanique, comme quelqu'un qui vit en double. Puis il y a eu ce point de rupture intérieure, impossible à montrer mais trop puissant pour continuer comme avant. Personne n'a vu ce moment. Personne ne sait ce que j'ai ressenti ni pourquoi j'ai décidé d'arrêter. Ils n'ont remarqué qu'une légère distance, un peu plus de calme, rien de plus. Je me lève maintenant avec l'esprit clair, je traverse les journées en observant ce vide que l'alcool a laissé derrière lui. C'est étrange, parce que cette sobriété secrète ressemble presque à une deuxième identité. Une force silencieuse, fragile peut-être, mais réelle. Par moments, l'envie refait surface comme un souvenir persistant. Il m'arrive de passer devant un bar et de sentir le vieux réflexe se réveiller. Pourtant je continue d'avancer, seul mais décidé.
Il n'y a ni reconnaissance ni regard admiratif, seulement ce chemin intérieur que je découvre pas à pas. Et d'une certaine manière, cette solitude volontaire me convient. Cet effort n'appartient qu'à moi. J'ai 46 ans et plus jeune je n'avais jamais imaginé vivre au-delà de 40. Je n'ai rien préparé pour l'avenir, aucune épargne, aucun projet solide. Je vivais comme si le temps allait s'arrêter avant que les années ne s'accumulent. Aujourd'hui je continue d'avancer mais avec cette impression étrange d'avoir dépassé une date que je m'étais fixée sans le dire à personne. Je regarde les autres planifier leur retraite, acheter des maisons, tracer des lignes claires pour leur avenir. Moi je navigue encore au jour le jour. Il y a une sorte de vide quand je pense à demain. Comme si j'étais resté en coulisses pendant que la vie continuait sa pièce sans me regarder. Je reste près de mon père. Il vieillit doucement. Parfois je le vois réfléchir en regardant de vieilles photos. Quand je me souviens de l'effondrement de mes grands-parents après la mort de ma mère, je comprends ce que signifie perdre un enfant. Leurs regards ne s'en sont jamais vraiment remis. Je ne pourrais pas lui imposer une douleur pareille. Alors je reste là, présent, comme une promesse silencieuse. Il ne sait rien de mes pensées. Pour lui je suis un adulte ordinaire, peut-être un peu en décalage, mais stable. Nous partageons des repas simples, des conversations routinières, des souvenirs. Parfois il me raconte des histoires de sa jeunesse, ses maladresses, ses réussites. Je l'écoute avec une attention entière, parce que ces moments créent un fil qui me retient encore. Le temps passe doucement. Je n'attends pas grand-chose. Je vis dans une sorte de pause prolongée, observant le monde comme on regarde la mer depuis un quai sans jamais monter sur un bateau. Et chaque matin je me lève, je me prépare, je traverse mes journées avec une tranquillité étrange, tout en sachant que je marche dans un espace entre ce que j'avais imaginé et ce que la vie a finalement décidé de me donner. J'ai quitté mon poste dans une entreprise d'électronique en 2002. Pourtant, le salaire a continué de tomber tous les mois, intact, avec les augmentations annuelles et même le bonus de fin d'année. Pendant 20 ans, j'ai reçu de l'argent de cette société sans y mettre un seul pied. Je recevais aussi leur magazine trimestriel et la carte de Noël comme si j'étais toujours dans l'organigramme. Chaque fois que je voyais mon relevé bancaire, j'avais ce mélange de stupeur et de prudence. Je me disais qu'un jour ou l'autre quelqu'un allait m'appeler ou frapper à ma porte. Ce coup de fil n'est jamais venu. Je vivais ma vie ailleurs, je construisais une autre carrière, et de temps en temps cette situation me revenait en tête comme un drôle de secret. En 2022, une lettre est arrivée pour m'informer d'une restructuration. On me remerciait pour ma loyauté et on m'annonçait une indemnité de départ très confortable, avec en plus une contribution astronomique dans mon fonds de pension. J'ai relu le courrier plusieurs fois avant de comprendre qu'il s'était séparé de moi officiellement 20 ans après mon départ réel. Je me suis assis un long moment, partagé entre un fou rire nerveux et un vertige profond devant l'absurdité de tout ça. Puis est venue l'invitation à la célébration du 75e anniversaire de la société. Curiosité et incrédulité se sont entremêlées. J'y suis allé. Il y avait des buffets, un bar généreux, des discours pleins de nostalgie. Des anciens collègues venaient me saluer en me demandant vaguement comment se passaient les choses dans mon département. Ils semblaient sincèrement heureux de me voir et aucune question n'a dépassé la surface. J'ai joué le jeu avec un sourire poli, comme un fantôme revenu parmi les vivants. Je déteste vraiment ma vie. Ce n'est pas seulement mes amis, c'est aussi ma famille. Leur façon de me parler m'irrite, je supporte difficilement leur ton, leurs remarques, leurs habitudes. Avec mes amis ce n'est pas mieux. Je les trouve limités, enfermés dans des conversations creuses. Depuis 8 ans ce sentiment m'accompagne, comme une présence constante. Je cherche une issue mais il n'y en a pas qui se dessine. J'ai essayé de rencontrer d'autres personnes. J'ai cru que changer de cercle suffirait. Au début je me convainquais que l'environnement était la cause de tout, que la mauvaise compagnie étouffait mon esprit. Ensuite je me suis rendu compte que les nouveaux visages me donnaient la même impression que les anciens.
Certains étaient même encore plus vides. Je n'ai jamais prétendu être un génie, pourtant suivre ce qui se passe dans le monde me paraît normal. Chez eux, cela semble une étrangeté. Ils me qualifient de geek avec un sourire moqueur, comme si la curiosité était une faute. Le plus dur, c'est qu'ils savent tous que je me sens ainsi. Ils ont deviné l'usure dans ma voix, les silences, les réponses courtes. Ils ont compris que je me tiens en retrait et ils continuent leur vie sans tendre la main. Leur indifférence me laisse une impression d'invisibilité. Je suis là mais je n'existe pas vraiment pour eux. Parfois je m'imagine ailleurs, dans une ville où personne ne connaît mon nom. Je me vois marcher le soir dans des rues inconnues, m'asseoir dans un café où les conversations flottent sans me toucher, lire un journal en observant des inconnus traverser leur journée. L'idée d'un endroit neuf m'apporte un souffle. Pourtant je reste ici, immobile, pris dans une routine que je n'ai pas choisie. L'histoire officielle que tout le monde connaît, c'est que mon copain et moi avons quitté notre travail volontairement. On disait que notre relation allait à l'encontre du règlement interne et que nous avions préféré notre couple à ses emplois médiocres. Cela sonnait noble, presque romantique. On partait main dans la main, par choix, convaincus que l'amour valait plus qu'un contrat mal payé. La vérité est un peu moins glorieuse. Ce matin-là, on était dans ma voiture sur le parking, avant de commencer notre journée. On s'est laissé emporter. Rien de prémédité, juste ce moment où l'envie prend le dessus et où on oublie tout le reste. On pensait être seul, protégé par la carrosserie et l'heure matinale. Sauf qu'on ne l'était pas. Dans un angle mort, quelqu'un nous a vus et la nouvelle a commencé à circuler bien plus vite qu'on ne pouvait réagir. On a senti la vague arriver, les regards étranges, un silence trop appuyé quand on est entré dans le bâtiment. Il n'y avait même pas besoin d'explication officielle. On savait que si on restait, on finirait dans un bureau à devoir inventer une excuse en tremblant. On s'est regardé et on a compris qu'il fallait partir. Pas de scène, pas de confrontation, juste une sortie rapide en prétendant que c'était une décision mûrie. Par la suite, on a joué notre version avec aisance. Les collègues nous félicitaient presque pour notre courage. On hochait la tête, on souriait, on gardait notre petit secret. Parfois on en rigole encore entre nous. Ce départ, qui aurait pu être une humiliation, s'est transformé en une anecdote privée que personne ne pourra jamais corriger. Ce n'est plus quelque chose qui ruinerait ma vie aujourd'hui, mais ça l'aurait fait avant que je remette ma vie sur les rails. Et absolument avant la fin du délai de prescription. Et même si mes amis et ma famille ne savent pas ça en détail, ils savent tous que je faisais des trucs de gangster très jeune. Même mes clients connaissent mon passé. Mais je vais raconter quand même. Des gens que je connais ont fait plus de 30 ans de prison pour m'éviter d'aller en prison. Ou même de prendre une inculpation. J'ai été sans abri de 12 à 17 ans. Je vendais de la weed pour survivre. Mais on se faisait constamment voler, agresser, et pour me protéger j'ai fini par traîner avec ce qui aurait été un gang dans une grande ville. Je me suis limité à la vente de weed, mais les mecs autour de moi étaient de vrais gangsters venant de vraies grandes villes. Qui faisaient de vraies choses de gangsters. Les 30 ans que 2 d'entre eux ont pris étaient pour un crime auquel je n'étais littéralement pas du tout lié, mais avec les infos que la police avait, j'aurais forcément fini enfermé aussi. Et j'étais un gamin, donc mes 2 amis proches, qui avaient réellement commis ce crime, ont accepté des deals qu'ils n'auraient pas dû accepter, disant qu'ils étaient seuls impliqués. Ils ont pris 10 et 20 ans. Et ils ont tout purgé à cause des peines minimales obligatoires. L'autre affaire, j'y étais complètement impliqué. On sauvait littéralement des femmes qu'on connaissait, kidnappées et retenues prisonnières par un groupe de types défoncés à la coque. Ils parlaient de les violer en groupe, les empêcher de partir, et ont arraché le téléphone du mur quand elles ont essayé de m'appeler à l'aide. On est allé les sauver. Les choses ont dégénéré. 2 autres amis, sans lien avec les 2 premiers, ont pris presque 10 ans à eux deux. Eux aussi n'ont jamais dit mon nom. Personne n'est mort, la prescription est passée, j'étais mineur à l'époque,
et les deux femmes s'en sont sorties physiquement indemnes grâce à notre réaction rapide et au fait qu'on ait fait ce qu'il fallait, y compris enfoncer des portes et user de violence extrême. Elles ont été traumatisées, mais pas blessées. Certains disent qu'ils ont les meilleurs amis du monde. Moi je peux le prouver mathématiquement. J'ai gagné au loto. Personne ne le sait et je n'ai rien modifié dans ma vie. Je me lève tôt, je vais en cours, je fais mes devoirs et je serre les dents comme si j'attendais un avenir encore incertain. Je poursuis mon diplôme en data science jusqu'au bout, convaincu que le meilleur mensonge est celui qui ressemble à la réalité la plus banale. Plus tard, quand l'argent apparaîtra soudainement, je pourrai simplement dire que je travaille dans la tech et que j'ai eu une proposition en or. Les gens seront contents pour moi, ils me féliciteront, ils trouveront ça logique. Le ticket gagnant est rangé dans un coffre. Je l'ai regardé pendant des heures le premier soir, incapable de réaliser que cette petite feuille avait transformé ma vie. J'ai ressenti une étrange sensation, comme si le monde restait exactement le même alors que tout venait de basculer autour de moi. J'ai ensuite rangé la preuve, calmement, puis je suis allé dormir comme n'importe quel autre soir. Le lendemain, j'ai préparé mon sac et je suis parti en cours comme si je n'avais rien en poche. Au début, j'ai eu envie d'en parler à quelqu'un, juste pour partager ce vertige immense. Puis j'ai imaginé les regards changés, les sourires forcés, les conversations qui deviennent maladroites. Le moindre déjeuner entre amis tournerait au sujet de l'argent. Les confidences disparaîtraient, remplacées par des attentes, des sous-entendus, des jalousies. Alors je garde le silence et cette tranquillité secrète me protège. Parfois je m'amuse à faire des plans. Une maison discrète, un compte bien organisé, des investissements sages. Rien de tapageur. J'aime l'idée d'avancer sans que personne ne comprenne d'où vient ma chance. J'aimerais aussi aider un peu les bonnes personnes, petit à petit, sans attirer l'attention. Pour l'instant je vis comme avant, avec un sourire en coin quand je passe devant un panneau de loterie. Je continue mes révisions, mes projets, mon quotidien simple. Un jour viendra où ma vie changera à vue d'œil. En attendant, je savoure ce secret. J'ai un problème qui n'a jamais quitté ma vie. Ce n'est même pas le genre de secret qu'on peut confier à quelqu'un, parce qu'au moment où j'essaierais de le dire à voix haute, tout son sens se décomposerait. Les mots ne sauraient pas le porter. Je sais que les gens se sentiraient perdus, mal à l'aise, comme si j'avais soudain parlé une langue que personne n'a envie d'entendre. Il y a une partie de moi qui fonctionne différemment, comme si une zone de mon esprit n'avait jamais appris à s'adapter aux règles émotionnelles des autres. Dans certains contextes, surtout quand les émotions montent, je me retrouve incapable de réagir comme il faut. On m'a toujours décrit comme quelqu'un de calme, posé, agréable. Les gens sourient quand ils me parlent. Ils disent que je suis facile à vivre. Ils n'imaginent pas que ce calme est une surface fragile, entretenue au prix d'un contrôle constant. Derrière cette façade, il y a une colère qui surgit de manière brutale quand je suis trop bousculé. Elle ne ressemble pas à de la rage bruyante. C'est une tension contenue, une langue que je ne veux pas laisser sortir. Et quand elle gronde, mes mots se dérobent. Je deviens maladroit, presque étranger à moi-même. Ce n'est pas du silence sage, c'est un silence défensif. Je sais exactement ce qui se cache dessous et je refuse de le laisser prendre forme devant les autres. C'est pour ça que je garde mes distances. Je peux avoir des amis, rire avec eux, passer du temps ensemble de temps en temps. Mais vivre au quotidien avec quelqu'un, partager les habitudes, les imprévus, les petites frictions de chaque jour, là, je perds le contrôle de mon masque. Mes pensées deviennent rugueuses, ma patience s'effrite et je sens cet autre côté de moi chercher de la place. Alors je me retire avant d'en arriver là. Ce n'est pas que je n'aime pas les gens. J'aime les voir, j'aime ces moments simples qui donnent l'impression d'appartenir au monde. Seulement je ne peux pas rester trop longtemps sur scène. Mon esprit réclame l'isolement comme d'autres réclament l'air. Dans la solitude, je ne me bats pas contre mes réactions. Je me retrouve face à moi-même sans avoir à cacher les coins durs de ma personnalité. Je ne dis jamais rien de tout ça.
Les autres me prennent pour une personne tranquille qui aime la paix et la discrétion. Ils ne devinent pas que je me protège autant que je les protège, en gardant derrière les portes fermées un aspect de moi que je comprends mal et que je surveille chaque jour. Et peut-être que ma vie ressemble à une maison où certaines pièces restent toujours verrouillées. Ceux qui me croisent ne voient que le salon bien rangé, jamais les couloirs où je refuse d'allumer la lumière. Pourtant, même ainsi, j'avance. Et si un jour j'arrive à entr'ouvrir ces portes, ce ne sera pas par accident, mais quand je saurai enfin que rien de ce que je garde en silence ne risque d'effrayer le monde que j'essaie de rejoindre à ma façon. Je travaillais autrefois pour le crime organisé. À un moment j'ai décidé de partir. Ils ont tenté de me faire tuer plusieurs fois, alors j'ai fui l'État et je vis maintenant sous un autre nom. Quand j'ai quitté ce milieu, je savais que ce n'était pas une décision qu'on reprend ensuite comme si de rien n'était. Au début, je pensais pouvoir disparaître discrètement. Je coupais les contacts un à un, je changeais de routine, je faisais semblant d'être malade pour éviter certaines rencontres. Puis les premières menaces indirectes sont arrivées. Rien de frontal, juste assez pour me rappeler que mes anciens associés ne toléraient pas les sorties silencieuses. La première tentative, je l'ai vue venir au dernier moment. Une voiture ralentit devant chez moi, une silhouette que je reconnaissais trop bien. J'ai pris mes affaires en vitesse, et je me suis éclipsé par l'arrière du bâtiment. Après ça, chaque bruit nocturne me réveillait. Je ne vivais plus, je surveillais simplement ma propre existence. Il y a eu une autre fois. Une visite imprévue d'un ancien partenaire, soi-disant pour prendre des nouvelles. Son sourire m'a mis la puce à l'oreille. Je lui ai servi un café, j'ai fait semblant d'être détendu, puis j'ai quitté les lieux 2 heures après son départ sans rien laisser derrière moi, pas même un mot. Ce jour-là, j'ai compris qu'il n'y aurait pas de seconde chance. Si je restais, il finirait par réussir. J'ai traversé plusieurs États en utilisant de faux prétextes, des hôtels anonymes, des bus qui partent tard et où personne ne pose de questions. Ensuite, j'ai obtenu un nouveau nom par des moyens que je préfère garder flous. Aujourd'hui, je vis ailleurs, je paye mes courses sans attirer l'attention, je garde ma tête baissée, et je ne parle jamais de mon passé. Il m'arrive parfois de repenser à ma vie d'avant. Les gens, l'argent, l'adrénaline, les décisions prises dans la précipitation, et les heures passées à surveiller des portes et des rues. Je n'ai pas de nostalgie, juste un rappel de ce que j'ai échappé de justesse. Je reste vigilant. Je choisis les endroits où je vais. Je ne publie rien en ligne. Je respire mieux ici. Pourtant, chaque fois que je remarque un visage inconnu rester trop longtemps dans mon champ de vision, je me prépare intérieurement à repartir. Je sais que ma sécurité repose sur une vérité simple, ne jamais croire que tout est derrière moi. Mes interactions avec les gens sont calibrées presque entièrement. La majorité du temps je calcule, j'imite, j'aligne mes réactions sur celles que j'ai observées chez d'autres. Au fil des années j'ai construit une sorte de script intérieur, un manuel social créé à partir d'habitudes empruntées. Ces gestes et ces phrases ne viennent pas de moi à l'origine, pourtant ils fonctionnent et c'est ce qui m'a permis de m'intégrer. Je n'éprouve pas d'attachement profond pour grand-chose et rarement pour quelqu'un. La présence des autres me plaît parfois, mais je n'en ressens pas le besoin. Mon entourage existe, mes amis et ma famille sont là, sauf que je pourrais continuer sans eux sans ressentir de vide. Je ressens certaines émotions, elles sont réelles, seulement moins envahissantes que pour la plupart des gens. On me dirait que cela ressemble à un trouble non identifié, je n'en serais pas surpris, sauf que je n'ai jamais cherché d'explication médicale ou psychique. Si je me présentais au monde tel que je suis réellement, je n'aurais pas de carrière et mes liens auraient probablement fini brisés. Le sourire au bon moment, le ton juste, l'intérêt calculé, tout cela forme un masque solide. Ce masque m'a offert des opportunités, des relations et la tranquillité d'esprit de passer inaperçu. Parfois je me demande quel visage je montrerais si je pouvais être totalement authentique. J'imagine des conversations plus tranchantes, des silences plus longs, des regards qui ne cherchent pas à rassurer.
Puis je reviens au rôle que je me suis construit parce qu'il m'a ouvert un chemin que la nature brute de mon caractère aurait barré. Il existe pourtant des moments inattendus où je sens une brèche. Une phrase prononcée sans réfléchir, un élan sincère, une curiosité spontanée pour quelqu'un. Ces instants me rappellent que tout n'est pas mécanique en moi. Peut-être qu'avec le temps l'intérieur trouvera sa voie, ou peut-être que je continuerai ainsi, dans cet équilibre entre imitation et vérité discrète. 5 ans avant que mon beau-père ne meure de la maladie d'Alzheimer et d'une leucémie, j'avais remarqué qu'il restait très silencieux le soir quand je leur rendais visite. Un jour, je lui ai demandé « Pourquoi tu ne parles pas un peu plus ?» Il m'a répondu « Si je ne dis rien, je ne peux rien dire de mal. » Sur le moment, j'ai cru qu'il voulait éviter les conflits avec ma mère. Je lui ai répondu que j'avais envie d'entendre ce qu'il avait à dire. Après sa mort, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Un midi, on déjeunait ensemble. Il a essayé de me demander quelque chose, mais il se trompait de mots, disait des noms absurdes, des phrases qui n'avaient aucun sens. Et à chaque fois, ma mère éclatait de rire. Là tu as vraiment tout mélangé. Elle n'était pas méchante. Elle ne savait pas. Personne ne savait encore qu'il entrait dans une démence avancée. Pour elle, c'était juste des erreurs amusantes, des petits ratés du quotidien. Elle n'imaginait pas que ça le blessait profondément, au point qu'il ait cessé de parler, parce qu'il ne faisait plus confiance à ses mots, ni même à son équilibre. Je ne le lui dirai jamais. Même en étant furieux. Lui dire ça lui briserait le cœur de façon irréparable. Elle a pleuré sa mort, elle l'a vécu dans sa chair. Je suis tombé sur un type en train de violer une fille qui criait à l'aide, dans une tente, lors d'une fête en plein bush à l'université. Il y avait un bruit assourdissant autour, musique et gens partout, mais leur voix ne couvrait pas ces hurlements. J'étais ivre moi aussi. L'horreur m'a saisi et après ça mon souvenir devient flou, je me suis réveillé avec une colère noire et je l'ai attaqué. Je l'ai frappé avec une pierre, les pantalons autour des chevilles, si violemment qu'il a été plongé dans le coma pendant quelques jours. Il n'y a jamais eu de suite pour moi, à part probablement un coup à la main qui s'est cassé. Personne ne pouvait témoigner de ce qu'il s'était réellement passé, et la fille dans la tente n'avait aucune intention de parler. Les rumeurs et les regards se sont éteints, et j'ai disparu sans être inquiété. Des années plus tard, j'ai regardé son profil Facebook. On dirait qu'il mène une vie normale, épanoui, père de 2 enfants. Il n'a aucune idée de qui je suis. Cette normalité m'a frappé contre le visage. D'un côté je vois un homme qui porte un passé que j'ai interrompu brutalement, de l'autre j'entends encore les cris qui ont déclenché ma réaction. Je pense souvent à cette nuit. Je revois les gestes automatiques, la pierre que j'ai ramassée, le moment où j'ai basculé de témoin à juge et bourreau. Je mesure à quel point j'ai frôlé l'irréparable. Il y a eu ce vertige, l'idée soudaine et horrible que j'ai peut-être failli tuer quelqu'un dans un accès de violence primale. Depuis, ces images reviennent parfois en cauchemar. J'essaie de vivre avec cette mémoire, de comprendre pourquoi la colère a pris le dessus et ce que cela fait d'avoir condamné quelqu'un, même si c'était pour arrêter un crime. Je ne sais pas pourquoi je mens autant. Cela se glisse partout, dans les détails insignifiants comme dans les récits plus importants. Au début ce sont de petites phrases prononcées presque automatiquement, puis tout s'enchaîne. Pour ne pas être contredit je rajoute d'autres mensonges et cela devient une spirale qui tourne trop vite. Parfois je me rends compte que je suis allé trop loin, mais la machine est déjà lancée. J'ai l'impression que les mots sortent d'eux-mêmes et que je n'ai plus de contrôle. Il m'est même arrivé de changer de cercle social parce que je n'arrivais plus à suivre le personnage que j'avais inventé. Un jour quelqu'un posait une question innocente et je comprenais que tout ce tissu de récits inventés risquait de se déchirer. Plutôt que d'affronter cela, je disparaissais. Les autres restaient avec un silence incompréhensible et moi je repartais ailleurs en espérant pouvoir recommencer plus proprement. Pourtant la même habitude revenait toujours. Il m'arrive de me demander d'où ça vient.
Parfois je pense à mon enfance, au moment où il valait mieux détourner l'attention pour éviter les reproches, ou embellir la réalité parce qu'elle semblait trop lourde à porter telle qu'elle. Peut-être que cela a commencé comme un refuge et qu'au fil du temps, c'est devenu une seconde peau plus tenace que prévu. Il existe aussi cette sensation étrange quand je mens. Sur l'instant je me sens presque plus intéressant, plus accepté. Comme si chaque fiction construisait un abri autour de moi. Puis vient la fatigue de maintenir ce monde imaginaire, et la peur qu'il s'effondre à tout moment. Ce contraste me suit comme une ombre. Certains jours j'envie ceux qui avancent simplement, sans calculer ce qu'ils doivent dire pour paraître cohérents ou admirables. Puis je me surprends encore à inventer, par réflexe, comme si une partie de moi croyait que la vérité ne suffirait jamais. Mon mari est bisexuel. Cela ne détruirait peut-être pas ma vie mais sûrement celle de nos enfants et la sienne si la vérité sortait, car la façon dont je l'ai découvert briserait son image auprès d'eux. Je suis une femme hétéro et pendant des années il m'a trompé avec des hommes, des travailleurs du sexe. À l'extérieur nous sommes le couple idéal, celui que tout le monde cite en exemple. Tous sont persuadés qu'il ne me trahirait jamais. Il a arrêté aujourd'hui. Officiellement tout est réglé. Pourtant ce n'est pas si simple. Il y a des soirs où je repense à ces mensonges tissés avec soin, à ces détails insignifiants qu'il utilisait pour me faire douter de moi. Il se présentait comme irréprochable pendant qu'il menait une double vie. J'entends encore certaines de ses phrases, prononcées avec une fausse certitude, et je ressens ce mélange amer de colère et de fatigue. Parfois j'ai envie de tout révéler. J'imagine le choc dans les yeux de ceux qui nous admirent, les voix qui perdraient leur assurance, les visages déstabilisés par la vérité. Ce désir de vérité explose parfois dans ma poitrine comme un souffle trop longtemps retenu. Je voudrais dire à tout le monde qu'il n'était pas ce mari irréprochable qu'il croit connaître. Qu'il m'a laissé me questionner sur ma propre valeur alors qu'il cachait un monde entier derrière son sourire. Pourtant je garde tout en silence. Les enfants méritent une stabilité. Lui porte déjà la conscience de ses actes, même si je suis la seule à connaître l'ampleur de ce qui s'est passé. Il y a entre nous une sorte de paix fragile, un équilibre étrange construit sur un secret partagé par une seule personne. Il m'arrive de l'observer quand il joue avec les enfants ou quand il parle avec nos amis. Personne ne devinerait ce qu'il a été capable de faire, ni ce que j'ai traversé pour continuer à avancer à ses côtés. Je vis avec ses souvenirs comme on vit avec une cicatrice. Elle ne saigne plus mais elle traverse toujours la peau et rappelle une douleur qu'on aurait préféré ne jamais rencontrer. Il y a environ 11 ans, j'ai repris contact avec mon père, avec qui j'étais coupé depuis longtemps. Nous avions rompu tout lien parce qu'il avait abusé de ma sœur aînée quand nous étions enfants. Nous avons échangé quelques emails et j'ai menti en lui disant que j'étais à l'université et que j'avais besoin d'aide pour payer mes frais de scolarité et mes dépenses. Il m'a envoyé environ 50 000 livres sterling en 3 ans. Il a fini par découvrir que c'était un mensonge, parce qu'il a contacté l'université où je prétendais étudier pour demander un reçu pour ses impôts. Je l'ai alors bloqué et je n'ai plus jamais parlé avec lui. Ces 50 000 livres sterling ont été répartis entre moi, mes frères et sœurs et ma mère, à une période où nous étions en difficulté financière. J'ai expliqué cet argent comme si j'avais gagné une grosse somme dans un casino en ligne. Je ne ressens aucune culpabilité, mais je ne sais pas si ma famille comprendrait ce que j'ai fait. Cet homme n'a jamais payé de pension alimentaire après son divorce d'avec ma mère, 12 ans plus tôt. Donc je me sens justifié de l'avoir escroqué. Ma femme est au courant et elle a accepté de garder le secret. Mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans. À 17 ans, j'ai découvert qu'il avait agressé ma sœur. Entre 17 et 20 ans, je ne lui ai plus parlé. J'ai commencé à l'arnaquer à 20 ans et j'ai arrêté à 24. Je suis réellement allé à l'université l'année après qu'il a découvert la vérité et aujourd'hui je travaille comme technicien de laboratoire. Ces 50 000 livres nous ont sortis de la pauvreté et ont donné à ma mère le temps de trouver un meilleur travail et de nous déménager dans un meilleur quartier. Ma sœur a tenté de mettre fin à ces jours d'innombrables fois en essayant de gérer le traumatisme qu'il lui a causé. Ses frères savent ce qu'il a fait et pourtant ils ont pris son parti.
Il a fui en Nouvelle-Zélande en 2007, environ 2 ans avant que nous apprenions ce qu'il avait fait. Il m'arrive parfois d'aller voir le Facebook de sa nouvelle femme pour voir comment ils vont et on dirait qu'il ne manque pas cet argent. J'ai fait ce que je devais faire pour aider ma famille. Cet argent a aussi payé une thérapie privée pour ma sœur, car le système de santé publique ne l'a pas aidé. Cela lui a sauvé la vie. Je n'ai aucun regret. J'ai des problèmes de dos et parfois ils se bloquent complètement en plein effort ou même au réveil. Un matin, je me suis levé comme d'habitude, encore à moitié endormi. Dès que mon pied a touché le sol, mon dos s'est contracté d'un coup violent. La douleur m'a coupé le souffle, j'ai perdu tout contrôle de mes muscles, sans que je comprenne comment, quelque chose a roulé le long de ma jambe. Une crotte parfaitement formée a glissé hors de mon short et a atterri sur le sol. Je n'ai même pas eu le temps de réaliser, je suis tombé aussitôt et je me suis retrouvé au milieu de ce désastre. Le bruit, le choc, tout a réveillé ma copine de l'époque. Elle a bondi hors du lit, paniquée en pensant que je venais de me blesser gravement. Moi j'étais au sol, paralysé par le spasme, le visage brûlant de honte, à la fois immobilisé et complètement abasourdi par ce qui venait d'arriver. Quand elle s'est approchée, il a fallu que je trouve quelque chose à dire. J'ai pointé du doigt la petite boule brune et j'ai accusé le chien. Elle m'a regardé avec inquiétude sans penser une seconde que j'aurais pu être responsable. Elle a ramassé le chien pour voir s'il allait bien et moi j'essayais de rester immobile en attendant que la douleur se calme, le cœur battant de gêne et de soulagement. Le reste de la matinée s'est déroulé comme si rien d'étrange ne s'était passé. J'ai réussi à me relever peu à peu, à me changer et à prétendre que ce moment n'avait jamais existé. Elle a continué sa journée en pensant que l'animal avait eu un accident inattendu et moi j'ai gardé ce secret profondément enfoui. Je n'en ai jamais parlé à personne avant aujourd'hui. Ce souvenir me revient parfois, toujours avec la même sensation de malaise mais aussi un soupçon d'ironie face à l'absurdité de la scène. J'avais menti sur ma candidature. Je n'avais aucun diplôme universitaire et aucune véritable expérience en finance. Pourtant ils m'avaient embauché. Ils avaient même payé ma formation pour obtenir la licence professionnelle et aujourd'hui je suis conseiller financier dans une grande banque. Au début, tout cela m'avait paru irréel. Quand j'avais reçu l'appel d'embauche, j'étais resté silencieux quelques secondes, incapable de croire que personne n'avait vérifié mon dossier. J'avais inventé des années d'études, ajouté des stages fictifs, brodé autour de quelques lectures et d'anecdotes entendues dans des cafés fréquentés par des gens du milieu. Et tout avait passé comme une lettre perdue dans un courrier trop chargé. Les premières semaines avaient été une course folle. Je m'étais levé chaque matin avec une boule au ventre, persuadé qu'un collègue allait enfin voir la vérité derrière mes sourires crispés. Pourtant, j'apprenais vite. Je passais mes soirées à avaler des cours en ligne, à relire des dossiers, à mémoriser des termes techniques pour éviter de trahir la moindre hésitation. Petit à petit, je me suis fondu dans le décor. Puis j'ai obtenu la certification et quelque chose a changé. Mes journées ont pris une gravité nouvelle. Des clients me confiaient leurs économies, leurs projets, leurs inquiétudes. Certains parlaient de la maison qu'ils rêvaient d'acheter, d'autres de l'avenir de leurs enfants. À chaque rendez-vous, je sentais leur confiance reposer sur mes épaules. Cela m'a forcé à prendre tout cela au sérieux, bien plus que prévu. Je me suis mis à étudier encore davantage, non pas par peur d'être démasqué, mais parce que leur voix résonnait longtemps après nos échanges. Il m'arrive encore de repenser au mensonge. Il est là comme une tache ancienne sur un vêtement qu'on aime porter. J'avance pourtant avec l'envie de mériter la place que je me suis inventée. Je ne cherche plus à fuir le doute, je l'utilise pour rester vigilant, pour ne jamais traiter ce travail comme une simple opportunité arrachée par ruse. Je ne sais pas quand la vérité ressortira, ni même si elle finira par apparaître. En attendant, je fais tout pour que ceux qui me parlent de leurs rêves ne regrettent jamais de me les avoir confiés. J'ai commencé avec un mensonge, mais chaque jour me rappelle que la seule manière de lui survivre est de m'assurer que le reste soit vrai.
Je garde encore une flamme pour la fille dont je suis tombé amoureux à 14 ans. 20 années ont passé et nous sommes devenus deux êtres totalement différents, avec des chemins séparés, des habitudes nouvelles, des vies que rien ne relie plus. Elle ne pense sans doute jamais à moi. Pourtant, si elle réapparaissait un jour sans prévenir, je sais qu'une part de moi serait prête à laisser derrière moi tout ce que j'ai construit. Je me souviens de cette époque comme d'un rêve qui refuse de disparaître. Nous étions encore maladroits, encore incapables de nommer nos émotions avec assurance. Son rire avait une simplicité désarmante, et chaque fois qu'elle posait les yeux sur moi, j'avais l'impression que le monde devenait moins bruyant. Ce n'était pas vraiment l'amour tel que les adultes le décrivent, c'était une étincelle qui donnait à l'avenir une couleur que je ne connaissais pas encore. La vie s'est déroulée sans elle. J'ai grandi, travaillé, aimé d'autres personnes et vécu toutes les étapes que le temps impose. Pourtant, il suffit parfois d'un parfum familier dans la rue ou du hasard d'un prénom entendu pour que son souvenir remonte comme une bouffée d'air venue d'un passé intact. Je me demande comment elle est devenue, quelles histoires ont façonné son regard, quelle cicatrice ou quelle joie se cache maintenant derrière son sourire. Je n'ai jamais cherché à la retrouver. Une partie de moi préfère la garder telle qu'elle existait alors, figée dans une lumière douce. Revoir son visage pourrait effacer ce souvenir limpide ou au contraire le réveiller avec une force imprévue. Peut-être que la réalité n'aurait rien de magique. Peut-être qu'elle me verrait comme un étranger. Pourtant, je sais que si elle franchissait ma porte en prononçant mon nom, tout le reste vacillerait. Après avoir fui des violences domestiques et essayé de construire une nouvelle vie, j'ai appris que j'avais un cancer du sein au stade 3. Je me bats, je suis les traitements, je tiens debout comme je peux, mais je suis épuisé au point d'avoir l'impression que mon corps avance tout seul sans moi. Les journées se suivent, entre l'hôpital, les démarches, les papiers médicaux et les nuits où je réfléchis trop longtemps. Mon dernier enfant aura 18 ans cette semaine. Quand j'y pense, je me dis que j'ai tenu jusqu'ici pour eux. Ils sont grands désormais, ils savent vivre par eux-mêmes. J'ai fait ce qu'une mère doit faire. J'ai trouvé des logements temporaires, cherché des aides sociales, travaillé quand mon corps tenait le choc, préparé des repas même en tremblant après une séance de chimio, accompagné aux devoirs, rassuré pendant les nuits difficiles, et essayé de donner un foyer malgré le chaos. Aujourd'hui, je me sens au bout de mes forces. Tout le monde me décrit comme forte, mais je n'ai plus envie de tenir ce rôle. J'ai envie de me reposer, de ne plus courir après les rendez-vous, les traitements, la peur et les souvenirs que je n'ai jamais eu le temps de traiter. J'ai la sensation d'avoir rempli ce que la vie attendait de moi. Je suis fatigué, terriblement fatigué, et je voudrais juste arrêter de lutter chaque heure de chaque journée. J'avais commis un acte étrange à 13 ans. Ce n'était pas un crime grave aux yeux de la loi, pourtant socialement c'était lourd, presque impossible à porter. Quand la rumeur a fini par se répandre, tout le monde au lycée a appris ce que j'avais fait. Du jour au lendemain, j'ai perdu tous mes amis. Les couloirs sont devenus des corridors hostiles, les regards se détournaient ou brûlaient de jugement. Je me suis isolé chez moi, incapable de supporter ces murmures et cette honte qui n'en finissait plus. Les années ont passé et l'isolement s'est solidifié. Je n'ai jamais retrouvé ma place. Alors que les autres sortaient, construisaient leur vie et découvraient le monde, je suis resté en retrait. Chaque fois que je pensais à la version de moi que je voulais devenir, une image différente s'imposait, celle d'un adolescent figé dans son erreur. Les portes semblaient fermées avant même que je les approche. Bien plus tard, j'ai appris quelque chose qui a changé ma manière de voir cette histoire. Enfant, j'avais subi une blessure sérieuse à la tête. Personne ne m'avait pris au sérieux à l'époque. On pensait que tout allait bien parce que les tests psychologiques de base me présentaient comme un enfant normal. Pourtant cette blessure avait laissé des traces. Elle influençait mes impulsions, mes réactions, ma compréhension des limites sociales. Les médecins diraient aujourd'hui que mon comportement d'alors pouvait en découler. Découvrir cela m'a frappé avec force. Pendant des années je m'étais vu uniquement comme l'auteur d'un acte incompréhensible. Avec cette information, je voyais soudain l'enfant que j'avais été comme quelqu'un qui essayait de naviguer dans un monde qu'il ne comprenait pas totalement,
sans soutien ni explication. Si je regarde en arrière, je ne cherche pas d'excuses. J'observe seulement un parcours déraillé trop tôt, une trajectoire brisée avant même d'avoir eu une chance d'exister pleinement. Le passé ne disparaît pas, mais il change de forme quand on comprend ce qui l'a façonné. Aujourd'hui encore, il y a des jours silencieux, des moments où le souvenir pèse lourd, pourtant une autre idée s'est installée. Même ceux qui ont été abîmés traitent au garde en eux une part qui cherche encore à se relever, lentement et à sa manière. J'ai 40 ans et mes parents n'ont aucune idée que je n'ai en réalité jamais été diplômé de l'université. J'y suis resté presque 6 ans sans jamais avoir l'impression de vraiment savoir ce que je faisais. Ce n'était pas forcément difficile pour moi, mais je n'arrivais pas à me concentrer ni à m'y investir. Mes parents étaient obsédés par l'idée que tout le monde a besoin d'un diplôme pour avoir un bon travail, donc il y avait une énorme pression et arrêter n'était pas une option. Alors j'ai obtenu mon diplôme à la fin du semestre d'hiver et j'ai décidé de ne pas participer à la cérémonie, puisque celle de décembre est toujours assez petite et qu'ils n'auraient pas trouvé ça étrange. Ça tombait pendant la récession des années 2000, donc j'avais une excuse parfaite pour ne pas décrocher de poste professionnel immédiatement. Aujourd'hui j'ai un excellent travail dans une entreprise qui recrute en se basant sur l'expérience, les compétences et la personnalité. Au final, je n'ai même pas eu besoin de ce diplôme. Mais jamais je ne dirai la vérité à mes parents. Quand j'étais en CE1, j'ai harcelé un garçon parce qu'il m'avait parlé méchamment une seule fois. Chaque jour, je trouvais un prétexte pour lui rendre la vie infernale. J'attendais les récréations pour le coincer, je cherchais ses faiblesses, je faisais en sorte que mes camarades se moquent avec moi. Je croyais que c'était normal, que c'était une façon de montrer que je ne me laissais pas faire. Je n'avais pas 16 ans de recul ni de sens moral construit. J'étais un enfant qui confondait fierté et cruauté. Ensuite j'ai appris qu'il vivait quelque chose de terrible chez lui. Il ne parlait jamais vraiment, juste quelques réponses rapides, puis il se repliait. J'avais pris ce silence pour de l'arrogance. Un matin il n'est plus venu. Le lendemain non plus. Pendant une semaine son absence a eu un goût étrange, comme si le décor de la classe manquait d'une pièce importante. Puis un jour la directrice a demandé une minute de silence. Elle avait la voix lourde et tout le monde a compris que ce n'était pas une simple annonce de routine. Le garçon avait été frappé par le compagnon de sa mère. Coma. Puis la mort. Pendant longtemps son visage est resté imprimé dans ma mémoire. Pas ses larmes ni ses plaintes. Ses expressions fermées, sa façon de serrer ses cahiers contre lui. J'ai souvent pensé que mes brimades lui avaient ajouté un poids de plus alors qu'il essayait déjà de survivre à ce qu'il subissait chez lui. Parfois, dans un couloir vide, je revois son regard fatigué, comme si sa présence habitait encore quelque part. Et il y a autre chose qui a façonné ma perception du monde bien avant cette histoire. Quand j'avais 5 ans, mon père a tué quelqu'un. Pas par accident. Pas sous le coup d'un geste maladroit. Une altercation sur la route qui a dégénéré en violence brutale. Le genre de moment où un adulte perd contrôle de sa colère et franchit une limite irréversible. Il n'a presque pas purgé de peine. On évoquait ça comme un sujet interdit. On chuchotait, on détournait les yeux, on faisait semblant d'avoir oublié. Grandir avec cette ombre à la maison créait une distance étrange entre moi et les autres. Je voyais les sourires de certaines familles, leur aisance, leur insouciance, et je savais que la mienne portait un secret trop lourd pour les conversations ordinaires. Je ne disais rien. Je laissais les autres imaginer une enfance banale. L'ami de mon enfance a 2 petits frères ou sœurs dont il ignore totalement l'existence. Des jumeaux, un peu plus de 2 ans maintenant. Je suis le seul de notre génération à être au courant, parce que j'ai promis de ne rien dire. Mon père et le sien sont amis depuis toujours, et mon père a la langue un peu trop légère quand il a une histoire croustillante sous la main. Un soir, il s'est lancé dans les confidences comme si c'était un feuilleton et m'a tout raconté. Le père de mon ami avait tout pour attirer l'attention. Grand, sportif, doué dans à peu près tout ce qu'il touchait,
et avec ce charme naturel qui fait que les gens se tournent vers lui sans qu'il ne fasse d'efforts. C'est ce qui a attiré une femme sur son chemin, une médecin qui, apparemment, avait développé une obsession silencieuse pour lui. Elle avait accès à ces informations parce qu'elle l'a suivi médicalement à une époque. Elle a utilisé ce privilège pour le contacter et se rapprocher de lui. Il pensait que c'était une rencontre comme une autre, une attirance banale, une histoire de quelques semaines. Sauf que cette femme avait un projet en tête. Elle avait dit être sous contraception, elle avait assuré qu'elle voulait juste profiter du moment, et il n'a jamais imaginé une seconde qu'elle mentait. Elle voulait des enfants de lui pour une raison qui frôle le délire. Selon ce qu'elle aurait confié bien plus tard, elle voulait transmettre ce qu'elle considérait comme des gènes exceptionnels. Elle ne cherchait ni relation, ni aide, ni même un rôle paternel. Elle voulait seulement 2 enfants venus de cet homme qu'elle admirait depuis l'ombre. Après leur naissance, elle ne lui a rien demandé. Pas d'argent, pas d'implication. Elle a disparu de son quotidien et a élevé ses jumeaux comme si leur père n'avait jamais existé. Lui a découvert la vérité par hasard, choqué et impuissant, incapable de comprendre comment on peut orchestrer une telle manipulation tout en refusant toute reconnaissance ou soutien. Il a voulu protester, il a envisagé d'agir légalement, mais rien n'obligeait cette femme à le faire entrer dans la vie de ses enfants. Elle avait obtenu exactement ce qu'elle voulait. Je ne pense pas que cela ruinerait ma vie aujourd'hui, mais voilà. Quand j'étais enfant à l'école primaire, j'ai été agressé par l'un des tuteurs de mon école et j'ai dit que rien ne s'était passé quand les responsables de l'école m'ont interrogé. J'avais beaucoup de difficultés d'apprentissage en grandissant, donc j'avais souvent besoin d'aide supplémentaire. L'école primaire faisait venir des tuteurs pour les enfants et on avait environ 1 heure par semaine pour rattraper ce qu'on ne comprenait pas en classe. Mon tuteur était un jeune homme et au début je pensais que c'était l'une des personnes les plus cool que j'ai jamais rencontrées. Il racontait des histoires sur des randonnées incroyables, de la plongée sous-marine, et même un marathon. Il apportait souvent des snacks et une fois il m'a offert un livre-journal d'un dégonflé, et je ne pouvais pas m'empêcher de l'admirer. Les choses ont commencé à devenir étranges après quelques semaines et au début il devenait très tactile mais ça ne me dérangeait pas, je le voyais comme un grand frère super cool. Petit à petit, c'est devenu clair que ce n'était pas normal et j'ai commencé à me sentir très mal à l'aise près de lui. Il me demandait de lui faire des massages parce qu'il disait qu'il avait mal au corps et que mon toucher l'aidait. Pour faire court, j'ai touché des endroits qu'un enfant ne devrait absolument pas toucher. Un jour on m'a appelé au bureau et on m'a posé des questions étranges sur sa façon d'enseigner, je pense qu'ils avaient remarqué que je ne progressais pas du tout en classe. Le lendemain on m'a rappelé et il était là aussi. En gros, il me confrontait au fait que je ne m'améliorais pas en lecture ni en mathématiques. Son attitude avait complètement changé, il a dit que je ne faisais pas assez d'efforts et que j'avais peut-être un trouble comme un TDAH. Je ne l'ai pas regardé une seule fois et je me sentais prêt à pleurer parce que j'avais l'impression de décevoir les adultes. Ils ont même parlé de prévenir ma mère. Après son départ, je pense que la conseillère a remarqué à quel point j'étais bizarre et elle m'a demandé si m'avait maltraité ou avait fait des choses qu'un adulte ne doit pas faire. J'ai menti immédiatement, sans réfléchir, parce que je pensais que j'aurais des ennuis aussi si je disais la vérité ou qu'il penserait que j'étais gay. Elle m'a cru et je suis parti. La semaine suivante, quand je l'ai revu, il était complètement différent. Il était plus silencieux et passif-agressif, il faisait même semblant de presque ne pas me connaître alors qu'il me tutorait depuis presque toute l'année. Après cette année-là, il a changé d'école et je ne l'ai plus jamais revu. Personne ne sait ce qui s'est passé et j'étais convaincu que ma famille me traiterait de gay si je leur disais ou qu'ils me puniraient d'avoir laissé faire ça. Je n'ai pas eu une enfance facile, on galérait financièrement et je n'avais pas de père, donc je n'avais pas la chance d'avoir une figure masculine décente. Aujourd'hui je suis en thérapie et je pense à en parler à mon thérapeute parce que j'ai des problèmes avec ma sexualité et je ne fais pas face de manière très saine, mais je me sens encore mal parce qu'une partie de moi pensait vraiment que c'était l'homme le plus cool du monde quand j'étais enfant malgré tout ce qui s'est passé. Mon frère est né d'un viol. C'est ce que ma mère m'a confié. Je ne sais pas si elle lui a dit à lui aussi. Elle est morte maintenant,
et je reste seul avec cette information dans la tête. Quand elle me l'a révélé, sa voix tremblait un peu. Elle n'a pas donné de détails, elle n'a pas voulu en parler longtemps. Ce n'était pas une confession dramatique, plutôt un morceau de vérité qu'elle m'a confié un soir où elle semblait fatiguée de porter des choses toute seule. Elle a parlé d'un événement dont elle avait passé une grande partie de sa vie à détourner le regard, un souvenir qu'elle avait enfermé pour continuer d'avancer. Je n'ai pas posé de questions, je n'ai pas su quoi dire. Mon frère, lui, a grandi sans rien suspecter. Il vivait normalement, avec sa vision de notre famille, ses projets, ses sourires, ses colères d'enfant puis d'adolescent. Il n'a jamais montré le moindre signe de se douter que quelque chose de si sombre se cachait derrière son existence. Aujourd'hui encore je le vois vivre avec insouciance, persuadé que son histoire commence simplement avec notre mère et un père dont on ne parlait pas. Depuis qu'elle n'est plus là, cette révélation me revient souvent. Il y a des moments où je me demande si j'ai une responsabilité, et d'autres où je me dis que ce secret était peut-être censé rester enterré. Mon frère n'a jamais eu l'air de chercher à comprendre son origine. Il ne pose pas de questions sur notre père absent. Il a construit son identité autrement, avec ce qu'il avait, sans imaginer ce qu'il n'a jamais su. Parfois je pense à ce que ma mère a dû ressentir en l'élevant. Elle a choisi de le faire malgré tout. Elle l'a aimé, elle l'a protégé, elle l'a regardé grandir comme n'importe quel autre enfant, sans jamais laisser paraître ce poids. Il est le résultat d'un acte terrible, pourtant elle lui a donné une vie pleine d'affection, du moins autant que les circonstances lui permettaient. Je suis infirmière. Je prends soin des gens pour vivre. Dans la vraie vie, je n'arrive même pas à prendre soin de moi. Ma maison tombe littéralement en ruine parce que j'étais extrêmement déprimé et que j'ai laissé les petites choses devenir de gros problèmes. Mon seul espoir, c'est que tout s'effondre un jour ou l'autre. J'ai essayé de mettre fin à mes jours 15 fois. Aujourd'hui ça va, ça fait des années que je ne me sens plus comme ça, mais je suis presque sûr que l'ordre des infirmiers verrait ça d'un mauvais œil. Je suis fauché. Je gagne bien ma vie maintenant, mais avant d'être infirmière je vivais bien en dessous du seuil de pauvreté. J'ai encore des dettes jusqu'au cou et j'essaie de m'en sortir. Je souhaite que de mauvaises choses arrivent à mon ex. J'aime ma vie maintenant, mais il l'a détruite pendant longtemps. La manière dont il m'a blessé, moi et ma famille, a laissé des traces pour toujours. Je suis très drôle et sociable au travail, mes patients m'adorent, mais chez moi je préfère rester silencieuse et ne voir personne. Donc rien de trop fou, mais peut-être assez pour perdre mon métier et ruiner ma vie. J'ai le VIH depuis très longtemps. Au début c'était vraiment dur, mais une fois que tout a été stabilisé, c'était surtout embêtant plus qu'autre chose. L'an dernier pourtant, j'ai commencé à tomber malade souvent et bien, il s'avère que mes médicaments ne fonctionnent plus très bien. Ceux d'après non plus. Et ceux que je prends maintenant semblent suivre le même chemin. Bien sûr, il y a encore une chance qu'un prochain traitement marche et que tout redevienne normal, mais pour l'instant ma charge virale qui explose et mes lymphocytes T qui s'effondrent laissent penser que mon espérance de vie se compte peut-être en quelques années seulement. Ce n'est pas aussi dramatique qu'un diagnostic de cancer en phase terminale avec quelques mois à vivre, et évidemment je peux encore m'en sortir si on trouve le bon traitement. Mais voilà. C'est la situation. Et pour ce qui est d'en parler à mes proches, eh bien, la plupart ne savent même pas que j'ai le VIH. Je ne leur ai pas caché par honte, c'est juste qu'au début je sentais que ce serait moi qui devrais les rassurer et les éduquer, et après avoir survécu aux premières années difficiles, je n'avais tout simplement plus l'énergie pour ça. Oui, je sais que ça me retombe dessus maintenant. Mais au-delà de cette première conversation compliquée, le problème c'est que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Les médecins peuvent encore trouver un traitement qui fonctionne, et alors je ne serai pas en train de mourir du tout. Et je n'ai pas envie de bouleverser la vie de tout le monde pour une hypothèse fragile, surtout quand même dans le pire des cas ça prendra probablement des années. Je ne laisserai pas la fin arriver sans prévenir personne, promis. Je veux juste attendre que la situation soit vraiment claire avant de tout révéler. Je ne sais même pas pourquoi j'écris ça ici.
Je crois que recevoir mes résultats pourris la semaine dernière et ensuite aller à des repas de famille, écouter mes frères et sœurs faire plein de projets d'avenir, ça m'a un peu plombé. J'étais en pleine guerre, entouré de bruits sourds et de poussière brûlante. Les jours se mêlaient aux nuits et chaque respiration avait le goût du métal et de la peur. Parmi les soldats de mon unité, il y en avait un qui semblait toujours rester à l'écart, observant les autres avec un regard trouble. Au début, je ne voulais pas croire les murmures à son sujet. Puis un soir, je l'ai surpris en train d'agresser une femme qu'il avait trouvée dans un village ravagé. Il l'avait attrapée comme si la guerre lui avait donné tous les droits. Elle n'avait même plus la force de crier, seulement des tremblements silencieux et un regard perdu. Dans ce moment suspendu, quelque chose en moi s'est figé. La guerre détruisait déjà tout autour de nous. Il n'était pas question de laisser quelqu'un de notre propre camp devenir un prédateur. Je l'ai arrêté sans hésitation. Il a essayé de justifier son geste, persuadé qu'il ne serait jamais puni. Le mépris dans sa voix m'a coupé le souffle. Je savais que si je fermais les yeux, d'autres souffriraient, alors j'ai mis fin à ses actes et à sa vie. Aucun cri, aucun avertissement. Juste une décision brutale, née de la nécessité de protéger quelqu'un dans un monde où plus rien ne fonctionnait selon les règles. Quand ce fut terminé, la femme est restée immobile, comme si elle n'était plus certaine d'être réelle. Je lui ai donné de l'eau, puis je l'ai accompagnée jusqu'à un groupe de civils qui se cachaient dans une maison en ruine. Elle ne m'a pas remercié et je ne l'attendais pas. À vrai dire, je ne cherchais ni pardon ni reconnaissance. Je suis retourné auprès de mon unité comme si rien ne s'était passé. Personne ne posa de questions. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.